Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, arrive en Israël ce soir pour discuter des conséquences de l'accord nucléaire iranien. Israël continue de dénoncer le double jeu de l'Iran. Scandale en Grande-Bretagne après la publication d'une vidéo montrant la reine d'Angleterre enfant en train de faire le salut nazi. Buckingham Palace ouvre une enquête et les Anglais, eux, sont choqués. La Grèce à l'heure des réformes, hausse de la TVA en vigueur dès demain, réouverture également des banques au public, mais les retraits d'argent resteront contrôlés. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir, la Maison-Blanche envoie donc ce soir à Jérusalem son secrétaire à la Défense, Ashton Carter, qui vient rassurer les Israéliens et discuter d'un renforcement de la coopération sécuritaire. Après la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien à Vienne, Israël, de son côté, continue de dénoncer ce que Netanyahou appelle l'imposture des Iraniens. Léa Berdugo. La guerre des mots reprend de plus belle entre l'Iran et l'Occident. Moins d'une semaine après la conclusion d'un accord avec les grandes puissances sur le nucléaire, le guide suprême iranien n'abandonne pas son discours offensif. Ce texte ne changera en rien la politique de la République islamique. Que l'accord soit approuvé ou pas dans le processus légal prévu, l'Iran ne renoncera pas à soutenir ses amis dans la région. L'accord et ses négociations ne changeront pas la politique de l'Iran face au gouvernement arrogant américain. Benyamin Netanyahou a directement saisi la balle au bond. Le Premier ministre poursuit son travail de sape de l'accord conclu avec les Iraniens. Ce discours est la preuve que Téhéran n'a rien changé à sa nature, qu'il qualifie de terroriste. Si certaines personnes pensaient que ces concessions excessives faites à l'Iran mèneraient à un changement de politique, elles ont reçu une réponse décisive ce week-end avec le discours agressif et provoquant du dirigeant iranien Khamenei. Les Iraniens ne font même pas d'efforts pour cacher le fait qu'ils utiliseront les centaines de milliards de dollars qu'ils vont recevoir pour armer leurs machines terroristes. Le chef du gouvernement israélien a également réagi aux propos de hauts responsables américains, accusant les détracteurs de l'accord de ne pas proposer de meilleure alternative. Pour lui, la solution est simple, un renforcement des sanctions et une pression plus importante sur le pouvoir iranien. Un discours qu'il va continuer de défendre devant le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, attendu dimanche soir en Israël. Alors, deux informations à rajouter également ce soir. D'abord, la première visite d'un dirigeant occidental en Iran, ça n'a pas traîné et ce sont les Allemands qui sont les premiers puisqu'il s'agit du ministre de l'économie qui est également vice-chancelier et qui est arrivé tout à l'heure à Téhéran. Et puis le Congrès américain est officiellement saisi ce soir de l'examen de cet accord signé à Vienne. Il a désormais 60 jours pour voter. On va en parler. Dror Even-Sapir, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique. D'abord, la stratégie de Netanyahou qui continue inlassablement de tirer sur cet accord. On peut dire qu'il a été aidé par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a tenu un discours virulemment non seulement anti-israélien, mais également anti-occidental, anti-américain. Et donc c'était le prétexte bienvenu pour Benyamin Netanyahou de dénoncer ce qu'il appelle, sans prononcer le mot, mais ce qu'il appelle tout de même la naïveté des Occidentaux et des Américains qui sont parvenus à cet accord. Ce discours très violent du guide suprême iranien n'est pas surprenant parce que au lendemain de l'accord, eh bien, les conservateurs du régime et le guide suprême du régime, l'ayatollah Ali Khamenei, ont voulu montrer à la population que finalement, eh bien, rien n'avait véritablement changé, que la politique extérieure restait la même parce que précisément les conservateurs en Iran craignent les effets de l'accord et craignent une éventuelle libéralisation de la société iranienne et donc qui pourrait renforcer en fait leurs adversaires politiques en Iran même que sont les réformateurs. Alors ça ne veut pas dire que Benyamin Netanyahou a tort, ça veut dire que sur le long terme il va falloir savoir quels seront les effets de cet accord. Sur le court terme, on peut s'attendre effectivement à un durcissement du régime. Et ce ne sera que dans quelques années qu'on pourra dire si oui ou non Benyamin Netanyahou est seul contre tous, en quelque sorte, avait raison de tirer la sonnette d'alarme. Alors, il faut maintenant parler de cette visite donc, du secrétaire américain à la Défense. Israël veut des contreparties, on en est sûr ?
Oui, mais vous savez, des accords s'étalent au grand jour entre les Israéliens et les Américains sur cette question de l'accord. Une conversation téléphonique a eu lieu jeudi soir entre Benjamin Netanyahou et John Kerry, et ça a été confirmé des deux parties. On a parlé d'une conversation longue et difficile. Le ton était assez tendu entre le secrétaire d'État américain et le Premier ministre israélien. Et puis, là, publiquement, Kerry a reproché à Benjamin Netanyahou de croire en la possibilité d'un meilleur accord. Ce serait une fantaisie, a dit John Kerry, et c'est à quoi Netanyahou rétorque qu'il fallait aggraver les sanctions pour obtenir un accord plus favorable, un accord moins dangereux. Mais pour les Américains, aggraver les sanctions, ça aurait signifié faire en sorte que les Russes et les Chinois ne suivent plus les Américains dans leur politique de sanctions contre l'Iran. Donc c'était impossible d'un point de vue américain. Maintenant, concernant les compensations qu'Israël est en droit d'obtenir de la part des Américains, pour l'instant, Benjamin Netanyahou refuse d'en parler. Il a même il a été très clair, puisqu'il a dit sur un média américain qu'il n'y avait pas de compensation possible à cet accord. Si l'accord est ratifié, pas de compensation possible pour Israël. Benjamin Netanyahou mise tout sur sa dernière carte, celle du Congrès, et ce ne sera qu'au lendemain du vote par les parlementaires américains, et quelle que soit l'issue du vote même, que les compensations sécuritaires, militaires, stratégiques américaines qui seront proposées par Washington à Jérusalem pourront être abordées tout à fait ouvertement. Pour l'instant, Benjamin Netanyahou ne veut surtout pas donner l'impression qu'il accepte l'accord, qu'il assume la réalité de l'accord comme un fait accompli. Alors il y a en Israël en tout cas un phénomène qui ne se forme pas autour de cet accord iranien, c'est celui de l'union nationale que certains attendaient. Oui, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que, étant donné la gravité du moment, cet accord sur le nucléaire iranien serve de prétexte à l'élargissement de la coalition gouvernementale qui est très étroite, on sait, vers l'opposition de centre-gauche. Tout à l'heure, le Parti travailliste était réuni en congrès, pas très loin d'ici, et Yitzhak Herzog, son numéro 1, le chef de l'opposition, a rejeté en des termes très clairs la possibilité d'un gouvernement d'union. Il faut remplacer ce gouvernement, il ne faut pas le sauver. Benjamin Netanyahou doit être renvoyé chez lui. On ne peut être plus clair, pas de gouvernement d'union nationale. Pour l'instant, en tout cas, pas de gouvernement d'union nationale. Alors ça ne veut pas dire que dans l'opposition, on est en désaccord avec Netanyahou sur les côtés dangereux de l'accord qui a été conclu et annoncé à Vienne. Ça veut dire qu'on lui reproche, et c'est notamment le cas du centriste Yair Lapid, on lui reproche d'être en quelque sorte on reproche à Netanyahou d'être en quelque sorte responsable de ce que l'on appelle, et c'est le cas de Lapid, un échec diplomatique très grave d'Israël. Yair Lapid est allé jusqu'à demander l'établissement d'une commission d'enquête pour établir les responsabilités de ce qu'il appelle un échec diplomatique presque sans précédent d'Israël. Merci Dror Even-Sapir. En Grande-Bretagne, l'émotion suscitée par la diffusion de photos dans la presse populaire ne s'est pas estompée. Le palais de Buckingham a diligenté aujourd'hui une enquête afin de savoir comment le Sun a pu se retrouver en possession de cette fameuse vidéo montrant la reine Elisabeth jeune faisant le salut nazi avec des membres de la famille royale. Photo qui date de l'époque où Hitler venait d'arriver au pouvoir en Allemagne. Maël Benoliel. Shocking. Buckingham Palace se dit déçu par la une du Sun de ce samedi, le tabloïd le plus vendu en Angleterre. Sur cette une photo de la future reine qui ne laisse pas de place au doute. Elisabeth II, alors âgée de 6 ans, lève son bras droit en l'air, tout comme sa mère et sa petite sœur. Une photo accompagnée d'un titre évocateur sous forme de jeu de mots qui en dit long sur le passé de la famille royale. Der Royal Highness, contraction du terme Heinesses, Altesse en français, et Heil Hitler, qui correspond au salut nazi. Une photo tirée d'un film amateur d'une vingtaine de secondes mise en ligne sur le site du journal. Tournée au début des années 1930 dans la demeure d'été de la famille royale dans le château écossais de Balmoral, on y voit Édouard VIII, oncle d'Élisabeth, lui apprendre ainsi qu'à sa mère et à sa petite sœur le salut nazi. Au lendemain de cette publication, les Anglais sont partagés entre leur flegme de toujours et leur attachement à la couronne. Ce n'est pas une mauvaise personne, c'est juste que c'était encore un enfant qui n'avait pas le choix. Je crois que c'est de la provocation. Il voulait juste pousser les gens à penser du mal d'elle, alors qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Il n'avait rien de mieux à mettre dans le journal. J'étais choqué, vraiment, très choqué.
On ne s'attend pas à voir la famille royale faire ça, surtout pendant cette période où la Seconde Guerre mondiale était sur le point d'éclater. C'est vraiment choquant. Mais cette vidéo vient s'ajouter aux nombreux documents qui confirment qu'Édouard VIII avait des affinités avec le nazisme. Édouard a même rencontré le dictateur nazi en Allemagne en 1937, quelque temps après avoir renoncé au trône d'Angleterre pour épouser une Américaine divorcée, Wallis Simpson. Il y a 10 ans, le Sun avait déjà créé la polémique en publiant une photo du prince Harry affublé d'un costume d'Hitler à l'occasion d'une soirée déguisée. Harry avait dû s'excuser publiquement alors que Buckingham Palace avait reconnu l'erreur de jeunesse du numéro 5 dans l'ordre de succession au trône britannique. Alors, on est en ligne depuis Jérusalem avec le professeur Simon Epstein qui enseigne l'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un lien réel entre une partie de la famille royale de l'époque et l'Allemagne nazie ? Oui, Édouard VIII était pro-allemand et il est devenu pro-nazi. On dit d'ailleurs que c'est une des raisons pour laquelle on l'a forcé à abdiquer. Officiellement, il a abdiqué pour des raisons, parce qu'il a épousé une femme divorcée, comme vous le savez. Mais on dit qu'une des raisons pour lesquelles le gouvernement a voulu le faire, c'est qu'il était trop pro-allemand. Il était plus pro-allemand qu'il n'était acceptable dans la Grande-Bretagne de l'époque. Donc ça ne met pas évidemment dans le même sac la reine Elisabeth qui, elle, n'a pas... Bien sûr, c'est une enfant, elle comprend rien. Bon, c'est absurde, elle n'y est pour rien. Bon, c'est une enfant. C'est bien entendu. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on sort cette vidéo aujourd'hui? Est-ce que l'Angleterre a du mal à faire face justement à une partie de ce passé royal? Non, vraiment, Édouard VIII, les quelques mois où il a été roi, n'a laissé aucune trace dans l'histoire. Le vrai problème concernant l'Angleterre et les années 30, c'est bien entendu la politique menée à l'égard de l'Allemagne, qui n'était pas une politique pro-nazie, mais qui était une politique où on essayait de s'arranger avec les Allemands, on essayait d'arriver à un accord, on faisait confiance à Hitler. C'est ça le véritable problème, et c'est ça, si vous voulez, qui pèse sur la conscience collective britannique. C'est pas ce qui a justifié, si vous voulez, la publication de cette photo scandaleuse, vous voyez. Mais sur le fond, l'Angleterre a un problème avec ces années 30, parce que l'Angleterre et la France avaient les moyens en 1933, elles étaient plus fortes que l'Allemagne de détruire le régime nazi, et au contraire, elles sont arrivées à d'année en année. J'ai ici, en 1935, il y a beaucoup de négociations, on parle de Munich, mais il faut voir ça avant Munich aussi. En 1935, il y a des négociations entre l'Allemagne et l'Angleterre pour un accord naval. Et j'ai ici comment les dirigeants britanniques et l'opinion britannique est pacifiste, est très contente qu'on soit arrivé à un accord avec les Allemands. Et c'est absolument passionnant à observer. On dit d'abord, il vaut mieux faire un accord que pas faire d'accord. Bon, sinon l'Allemagne va réarmer. Deuxièmement, on a fait un accord sur le nombre de bateaux et le tonnage militaire qui sera permis à la flotte allemande. Eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils ne le respectent pas. Et donc vous avez toute une série de commentateurs britanniques et d'hommes politiques britanniques qui expliquent qu'au fond Hitler est un personnage rationnel, c'est un personnage sensé, et il est très content d'être arrivé à un accord avec la Grande-Bretagne, et c'est formidable qu'on a réussi à faire un accord avec lui. Il est très vraisemblable qu'il respectera son accord. Là, on est en pleine analogie, Simon Epstein, avec ce qu'on vient de vivre à Vienne. Absolument. On est en analogie en ce sens que les mêmes puissances, l'Allemagne excepté bien entendu, les mêmes puissances, à savoir la France et l'Angleterre, les États-Unis n'y étaient pas, mais ils y sont maintenant, font preuve d'une naïveté. Et vous savez, les pires naïfs sont les naïfs qui se croient malins, les naïfs qui se croient intelligents. Ce sont les pires. Mais il y a quand même une différence dans l'analogie, et je suis obligé de la faire remarquer. En 1935, ou 1933 ou 1936, Hitler multiplie les discours de paix. C'est-à-dire que chaque fois qu'il prend une initiative dans le sens de la remilitarisation et de la préparation de la guerre, il fait un émouvant discours pacifiste. Qui bouleverse évidemment la conscience des Français et des Anglais qui sont émus par ce discours. Je constate ici que Khamenei, le dirigeant iranien, ne prend même pas la peine de faire un discours de paix. C'est-à-dire, il a l'accord et il fait un discours de guerre. Alors, c'est un comble, si vous voulez. Merci Simon Epstein, professeur d'histoire à l'université hébraïque de
Jérusalem. Les États-Unis, justement, et le FBI qui tentent de fouiller ce soir la personnalité du tueur qui a abattu 5 soldats dans une base du Tennessee ce week-end. Cet Américain naturalisé avait des origines palestiniennes et il pourrait bien s'être radicalisé lors d'un séjour passé en Jordanie. Ce serait donc l'un des premiers attentats djihadistes d'envergure commis sur le sol américain. Maxime Pérez. Dans la petite ville de Hixson, dans le Tennessee, les enquêteurs continuent de passer au peigne fin à la maison de Mohamed Youssouf Abdulaziz. Loin de soupçonner chez lui des pulsions meurtrières, ses voisins le voyaient comme un simple enfant du quartier. Sur la foi de mon expérience, il s'agit d'un acte inspiré par l'État islamique. Déjà, des questions se posent. Que faisait le tueur en Jordanie l'an passé, où il serait resté près de 7 mois? C'est peut-être là pour les autorités que s'est opérée la transformation, celle d'un jeune sans histoire, passionné de boxe, à un apprenti terroriste, au point de changer totalement d'apparence. Ses amis témoignent, ils n'ont strictement rien décelé dans son attitude. Je l'ai vu il y a une quinzaine de jours et je peux vous dire qu'il était 100% normal. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Dans sa famille, son père a fait l'objet de plusieurs plaintes pour avoir battu son épouse et ses enfants. Il s'est alors marié à une seconde femme, comme l'autorise la loi islamique. Et puis sur un blog en début de semaine dernière, Abdulaziz écrivait cette petite phrase « La vie est courte et amère ». 3 jours plus tard, il commettait la terrible fusillade. Le FBI dit n'avoir eu aucune information sur ses intentions. Ce genre d'individu s'est échappé à la surveillance du FBI. À aucun moment, il n'aurait été possible de le stopper avant qu'il ne passe à l'acte. En clair, un loup solitaire mais expérimenté. Ce Palestinien d'origine se serait donc discrètement radicalisé. Arrestation en Cisjordanie de 7 membres d'une cellule du Hamas responsable de 2 attentats commis récemment, dont un contre un groupe de jeunes Israéliens qui revenaient d'un match de basket. Il y avait eu un mort. Un autre attentat avait visé une ambulance. Le chef du réseau est un ancien prisonnier qui avait été libéré dans le cadre de l'accord Shalit lors de l'échange pour la libération du soldat israélien capturé à Gaza. Gaza, justement, où a eu lieu ce matin une série d'explosions. 5 voitures appartenant à des officiels du Hamas ou du djihad islamique ont été visés. Il n'y a pas eu de victimes. Ces attentats simultanés sont attribués aux salafistes proches de l'État islamique. Maxime Pérez. En d'autres temps, ces images de voitures calcinées évoqueraient l'élimination par Israël de terroristes palestiniens. La nuit dernière, 5 véhicules appartenant à des responsables militaires du Hamas et du djihad islamique ont été entièrement détruits par des charges explosives. Des attentats simultanés dans le quartier de Cher Radouane, en plein cœur de Gaza City. Nous nous sommes réveillés ce matin au bruit de plusieurs explosions. Nous avons cru d'abord que la guerre a été déclenchée de nouveau. Nous sommes sortis dans la rue parce que l'explosion a eu lieu dans notre rue et nous avons vu une voiture incendiée et des gens en train de courir. Pas de guerre, mais plutôt un règlement de compte et un avertissement sans frais pour le Hamas au pouvoir à Gaza. Si le mouvement islamiste palestinien ne déplore aucune victime dans ses rangs, il doit faire face à l'opposition de plus en plus violente de militants salafistes à Gaza, dont certains se revendiquent ouvertement de l'organisation État islamique. En réaction, le Hamas a promis de punir les saboteurs. Plusieurs coups de filet auraient même eu lieu ces dernières heures dans les milieux djihadistes. Des attaques ont déjà visé des cadres du Hamas à Gaza ces dernières semaines. La plus spectaculaire a eu lieu début mai lorsqu'un groupe salafiste a revendiqué des tirs de mortier contre une base d'Al-Qassam. Il réclame la libération de ses membres arrêtés par le Hamas. François Hollande défend de nouveau l'idée d'un gouvernement de la zone euro. Le président français s'exprime aujourd'hui dans le journal du dimanche alors que la Grèce va rentrer demain dans l'ère des réformes exigées par la zone euro justement. Léa Volbert. Après les négociations, le vote, la contestation, l'heure est désormais à la douloureuse application des réformes fraîchement votées par le Parlement grec. Lundi matin, l'augmentation de la TVA entrera en vigueur. Elle passera de 13% à 23% sur les denrées non périssables, à savoir le sucre, le thé, le café et l'huile.
Elle augmentera également dans la restauration, les transports publics et l'hôtellerie. La majorité des Grecs qui travaillent dans ces secteurs dénoncent la brutalité de la mesure, qui plus est en pleine période touristique. Ce gouvernement a réduit nos espoirs à néant. Beaucoup de gens ont voté pour eux et sont maintenant désespérés. Donc les mesures vont être mises en œuvre, mais le gouvernement va tomber car il a trop menti. Certains restaurateurs font le choix d'augmenter les prix au détriment de leur clientèle. D'autres maintiennent leurs tarifs inchangés, mais verront leur marge de bénéfice inexorablement diminuer. Dans le secteur de l'hôtellerie, c'est l'incompréhension qui domine. Alors que la Grèce attend près de 25 millions de touristes en 2015, les agences de voyage sont contraintes de s'adapter dans l'urgence. Et faute d'anticipation, la différence entre le prix sur les réservations déjà effectuées et la nouvelle grille tarifaire est à la charge des agences touristiques. On va voir, on n'a absolument plus d'argent, donc il faut s'adapter à la réalité et travailler beaucoup. Ce même lundi, maigre lot de consolation, la réouverture des banques grecques avec des contraintes légèrement assouplies. Les Grecs seront autorisés à retirer 420 € d'un coup pour 7 jours au lieu de 60 € par jour et par personne. Les contrôles de capitaux seront néanmoins maintenus pour éviter un assèchement massif des banques. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, François Hollande appelle à la formation d'une avant-garde de la zone euro. À l'occasion du 90e anniversaire de Jacques Delors, François Hollande propose de reprendre l'idée de l'ancien président de la Commission européenne et de créer un gouvernement de la zone euro avec son propre budget, son propre parlement, afin d'en assurer le contrôle démocratique. Alors, invité de notre édition, Franck Khalifa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie de gestion à l'Université des Sciences de Toulouse et vous avez écrit « Difficile laïcité, sources et enjeux ». On va le voir à l'écran. Il est question de laïcité dans cette crise grecque, on en dira un mot dans un instant. Mais tout d'abord sur ces réformes là, qui commencent à être mises en œuvre demain, cette TVA, ça va aggraver considérablement le quotidien des Grecs ? La TVA est par essence un impôt indirect, donc évidemment il frappe tous les ménages, quel que soit leur revenu. Mais quelque part, c'est un impôt qui est moins indolore. Il fallait y passer. Et donc, il est normal que cette réforme soit effectivement mise en place. Alors, c'est une première étape. Il en reste d'autres à faire. Oui. Vous trouvez qu'elles ne vont pas assez loin, ou pas, ces réformes qui ont été décidées par le gouvernement grec ? Vous savez comme moi que lorsque M. Tsipras est arrivé au gouvernement, il y avait un fléchissement de la dette grecque. Et lorsqu'il est arrivé, au contraire, cette dette s'est accentuée. Donc, il était temps de mettre en place ces réformes. Mis à part évidemment la réforme de la TVA, il y a aussi le gel des retraites, etc., etc. Alors effectivement, on a tous en tête cette image de cet homme qui était écroulé par terre, qui ne pouvait pas retirer sa pension. Mais ça ne relève pas d'un problème européen, c'est un problème purement grec qui n'a pas su redistribuer la richesse quand elle en avait à un moment donné la possibilité. Alors je parlais de votre livre qui traite de la laïcité. Justement, la laïcité en Grèce, c'est un problème auquel on ne s'est pas attaqué puisque l'Église orthodoxe a d'énormes privilèges. L'Église orthodoxe a d'énormes privilèges, elle a des biens, et effectivement aujourd'hui il serait temps que les biens de l'Église soient vendus pour récolter un certain nombre de deniers publics à l'État grec. Et une vraie loi laïque serait nécessaire. Ce qui n'est pas dit, la laïcité c'est pas un rejet de la religion, mais un aménagement, une espèce de neutralité. Alors, on a vu aujourd'hui que François Hollande a une nouvelle fois mis sur le devant de la scène à son idée d'un gouvernement de la zone euro. Ça, c'est une utopie ou c'est quelque chose de facilement réalisable ? Ce n'est pas une utopie, c'est une idée qui revient, qui est récurrente, que ses prédécesseurs ont évoqué. Alors, il y a une petite nuance, il parle de président de la zone euro et non pas de président de l'Europe. Donc, effectivement, en tant que président, il amène une certaine nouveauté, mais je crains que, vu l'état de la zone euro actuelle, je crains qu'on ait des difficultés à mettre en place cette institution. Elle est nécessaire, mais il y a déjà vous savez qu'il y a déjà des critères de convergence, il y a déjà des mécanismes de solidarité. Donc, cette personne-là, c'est pas sûr qu'elle soit à présent dans ce futur immédiat de l'Europe. Et il y a toujours une grosse divergence de vue avec l'Allemagne qui te dit encore ce soir qu'il n'est pas question pour elle de réduire la dette grecque. C'est normal, c'est le principal créancier. Je vois mal comment le principal créancier verrait sa dette annulée. Donc, je vais juste dire un mot. Souvent, on compare Tsipras à un joueur d'échecs, mais la dame dans le jeu d'échecs, c'est Madame Angela Merkel, c'est elle qui fixe les règles. Et le fou, j'allais dire que c'est M. Hollande, sans aucune insulte vis-à-vis de M. Hollande, mais effectivement, on lui laisse jouer un rôle, mais les vraies règles, c'est l'Allemagne qui les dicte.
Merci Franck Khalifa. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et de gestion à l'Université des Sciences de Toulouse. Merci à vous. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'information sort tout juste après la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien. Les États-Unis pourraient enfin se résoudre à remettre en liberté l'espion américain Jonathan Pollard, accusé d'avoir livré des secrets à Israël. C'est la commission de probation qui va statuer en novembre prochain. Joseph Emmanuel. Jonathan Pollard peut être libéré avant 2016. C'est ce qu'annonce une source anonyme proche du dossier, un dossier qui empoisonne les relations israélo-américaines depuis bientôt 30 ans. Jonathan Pollard a été condamné à perpétuité aux États-Unis pour espionnage au profit d'Israël. Il aurait transmis à l'État juif 1 millier de documents, des informations classifiées sur plusieurs pays ennemis de la région moyen-orientale. Emprisonné depuis 1987, cet homme de 61 ans pourrait recouvrer la liberté le 21 novembre prochain s'il était d'abord admis à une libération conditionnelle. Cette libération a déjà été reportée, anticipée puis annulée à plusieurs reprises. Certains vont même jusqu'à affirmer que les accords d'Oslo, sous l'égide des Américains, avaient été acceptés par l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin à condition de voir l'espion libéré. Même si la source souligne que cette possible libération n'est en rien liée à l'accord avec l'Iran, il apparaît à plusieurs experts comme évident qu'un lien existe entre l'accord signé par l'administration Obama et cette libération. Le dossier iranien crée de profonds désaccords entre les administrations américaines et israéliennes. Binyamin Netanyahou n'a cessé de répéter qu'un accord serait autant un échec qu'un danger pour la communauté internationale. Détenu dans de rudes conditions, l'état de santé de Jonathan Pollard s'est dégradé particulièrement au cours de la dernière année. Une campagne d'envergure en faveur de sa libération avait alors été lancée. Pollard est le seul Américain à avoir été condamné à une peine de perpétuité pour avoir transmis des informations classifiées à un allié des États-Unis. Plusieurs responsables israéliens comme américains ou des groupes militants et même certains politiciens américains voient en cette incarcération une injustice profonde et ne cessent de faire pression pour obtenir une réduction ou une commutation de sa peine. L'ancien secrétaire d'État, Henry Kissinger, a même été jusqu'à écrire en 2001 une lettre au président Obama pour demander la libération de l'espion. Mais certains ont toujours pesé de tout leur poids pour que l'espion ne soit jamais libéré. L'ancien chef de la CIA, par exemple, George Tenet, avait menacé de démissionner en cas de libération de Pollard. Autant d'éléments qui laissent penser qu'un lien direct existe entre l'accord avec l'Iran et la libération de l'espion, un étonnant adoucissement d'une ligne dure américaine pour peut-être apaiser l'allié israélien. Les images d'un gigantesque coup de filet lancé ce week-end en Arabie Saoudite. Plus de 400 arrestations de suspects proches de l'État islamique et des quantités importantes d'armes également saisies avec sans doute des attentats évités. Voilà pour ces images. On va se retrouver dans un instant pour parler football et racisme avec une polémique autour du club de Jérusalem en Israël. Le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter arrive en Israël ce soir pour discuter des conséquences de l'accord nucléaire iranien. Israël, de son côté, dénonce toujours le double jeu des Iraniens. Scandale en Grande-Bretagne après la publication d'une vidéo montrant la reine d'Angleterre enfant en train de faire le salut nazi. Buckingham Palace ouvre une enquête et les Anglais, eux, sont choqués. La Grèce, à l'heure des réformes, hausse de la TVA en vigueur dès demain, réouverture également attendue des banques au public, mais les retraits d'argent restent contrôlés. L'UEFA a promis d'examiner cette semaine le dossier lourd des incidents qui ont émaillé le match aller d'Europa League entre Charleroi, le club belge, et le Beitar Jérusalem. Ce sont les supporters du club israélien qui se retrouvent montrés du doigt pour avoir blessé un joueur belge, alors qu'en Israël, les autorités ont décidé de taper du poing sur la table. Joseph Emmanuel. Nous sommes en Belgique jeudi dernier pour la rencontre allée du deuxième tour de la Ligue Europa. Beitar Jérusalem contre Charleroi. Dès les premières secondes, le match s'enflamme, mais avec des dizaines de fumigènes jetés par les supporters israéliens, le gardien de Charleroi a été blessé par un projectile et a dû être soigné sur place. Le ministère des Affaires étrangères d'Israël a levé le ton contre les supporters du Beitar.
et parle d'un préjudice à l'image d'Israël dans le monde, un préjudice aussi pour les joueurs. Nous avons un autre match prochainement, on se concentre sur ça et on verra ensuite au tribunal ce qui se passera. Mais ça n'est pas entre nos mains, on se concentre sur le football. Un football où les tensions sont omniprésentes. Les médias de Belgique rapportent que de nombreux supporters belges ont scandé des slogans antisémites durant toute la durée du match. Un déchaînement de haine des deux côtés qui fait jeter l'éponge au propriétaire du club israélien. Eli Tabib a déclaré qu'il mettait en vente son club face à la honte qu'il a ressentie devant ce qu'il nomme l'hooliganisme des supporters. Des supporters israéliens connus pour leur virulence, parfois aussi pour leur racisme, des supporters qui seront désormais interdits de stade. Réaction également du côté du Premier ministre israélien. Binyamin Netanyahou a condamné les actions des fans israéliens, précisant qu'une poignée d'émeutiers ne peut être autorisée à ternir l'image d'Israël. Il est positif que la majorité décisive des fans du Beitar a immédiatement condamné le comportement de ce même petit groupe. Nous ne leur permettrons pas de salir tout un groupe de fans ni de nuire à l'image de l'État. Le gouvernement israélien dit malgré tout prêter attention aux provocations racistes dont sont souvent victimes les clubs israéliens. Les images de ces altercations ont provoqué sur les sites de partage de vidéos des centaines de commentaires antisémites. Mais certains rétorquent que les antisémites n'attendent pas après ces événements pour exprimer leur haine. Voilà donc pour ces événements qui ont donc mis une nouvelle fois ce club du Beitar Jérusalem dans la tourmente. Il est montré du doigt, mais surtout en raison donc d'une frange de ses supporters. On va parler de tout cela avec deux personnes qui connaissent bien ce monde du football en Israël. Bonsoir à vous, Yosh Amishav. Vous êtes un ancien diplomate israélien, mais vous connaissez bien le football israélien. Et puis on est en ligne également avec Daniel Zilberstein. Bonsoir. Oui, bonsoir. Journaliste sportif israélien. Alors, première question, parce qu'on voit que ce soir les événements semblent s'accélérer. Il y a la mise à l'écart par le propriétaire du club de ce groupe de supporters extrémistes qui s'appelle donc la Familia, la famille si on traduit. Il y a eu donc les déclarations ce week-end. Est-ce que vous avez l'impression, Yosh Amishav, que il y a tout d'un coup un électrochoc qui se produit alors que ça fait des années peut-être qu'on aurait pu s'emparer de ce problème ? On aurait dû, parce que ça fait très longtemps que ce groupe, qui est loin d'être une poignée de supporters, on ne peut pas d'un côté mettre évidemment tous les supporters de Beitar Jérusalem dans le même sac, d'un autre côté, cette manière qu'on a eue pendant des années de dire Zekomets, c'est-à-dire une poignée de supporters qui... non, on a affaire à un groupe très important qui a des ramifications politiques pas négligeables et qui a joui d'une complicité totale depuis des années, aussi bien au niveau de la direction du club que de certains hommes, certaines figures politiques israéliennes importantes. Donc on aurait dû s'en occuper depuis longtemps. Maintenant, la déclaration d'Eli Tabib d'interdire aux membres aux membres de la Familia d'entrer dans le stade, c'est très bien. La question, c'est de savoir comment on traduit dans la réalité cette décision. Parce que, d'abord, il faut dire qu'Eli Tabib est sur le départ. Il a dit qu'il allait quitter le club. Donc, déjà, est-ce qu'il aura le temps nécessaire? Est-ce que son successeur, le moment venu, va continuer cette politique? Première question. Deuxième question, comment est-ce que vous concrétiser cette décision qui est juste et raisonnable et très tardive d'ailleurs, alors qu'il n'y a pas un catalogue des membres de la Familia, c'est quelque chose qui a des contours aussi très flous parfois. Il y en a qui y entrent et qui en sortent et qui en sont membres et qui en sont plus membres. Moi je suis un petit peu sceptique et je crois que la solution n'est pas au niveau du club maintenant, elle est au niveau de la justice. Il y a des figures et des meneurs qui sont dûment fichés, catalogués, repérés, que tout le monde connaît. Il faut les mettre hors d'état de nuire pour incitation à la haine, par exemple, ou pour trouble à l'ordre public. Il y a des et le racisme aussi, vous pensez que... D'ailleurs, je voudrais que Daniel Zilberstein nous donne son avis. Daniel Zilberstein, est-ce que pour vous, c'est un club dont ces supporters-là doivent être taxés de racisme ? Oui, tout à fait. D'abord, tout cela est une honte nationale. Cela est un fait. Il est vrai que nous ne devrions pas mettre une étiquette sur tous les supporters de Beitar, mais beaucoup d'entre eux sont une partie du problème. Et je pense que même si je n'ai pas une recette, une solution,
avec un tel propriétaire qui a embrassé les fans les plus extrêmes, il n'y a aucune possibilité de changer quoi que ce soit. Même si aujourd'hui, apparemment, il veut changer les choses. Encore une fois, c'est trop tard pour lui, je pense. Et puis, il n'est pas le seul. Vous savez, notre ministre des Sports, nouvelle ministre, Madame Regev, s'est fait photographier il n'y a pas très très longtemps avec des membres de la Familia en disant voilà, c'est des bons patriotes et c'est des gens. Enfin, elle avait l'air dans les meilleurs termes avec eux. Alors évidemment, aujourd'hui, après la honte de Charleroi, elle a publié un communiqué extrêmement dur et qui condamne tout ça. Mais à un moment, il faut cesser de se moquer du monde. Je veux dire, il faut bien comprendre que ces gens ce club est le club d'une certaine élite politique en Israël et qui lui reste fidèle malgré que son palmarès disciplinaire est extrêmement éloquent. C'est un club qui mène une politique raciste de manière tout à fait déclarée. C'est un club qui se vante et qui se targue. C'est ce qu'on voit écrit sur cette banderole. Alors, cette banderole résume tout le problème. Il y a marqué Betar Teora Lahad, ce qui veut dire en hébreu Betar pur à jamais. Pur, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de joueurs arabes ou musulmans. C'est ce que disent ses supporters, ce qu'écrivent ses supporters, et que le club se vante d'appliquer. Alors si une chose pareille, imaginons un quart de seconde, un club de football en Europe qui aurait une politique comme ça à l'encontre de joueurs de football juifs, et je vous laisse imaginer ce qui se passerait autour de ce club-là. Daniel Zilberstein, là-dessus ? D'abord, je pense que ce sera impossible de changer cette ambiance actuelle au Beitar. Le seul moyen serait d'interdire l'organisation à Familia, comme était juste dit par mon collègue. Mais je ne crois pas qu'il y aura assez de pouvoir. Le prochain propriétaire de Beitar doit être prêt à se battre peut-être contre cette organisation et de comprendre les conséquences, même personnelles pour lui, parce que c'est des gens dangereux. Et oui, c'est possible de dire que quelques supporters de Beitar sont un peu comme une organisation terroriste. Mais pourquoi, Daniel Zilberstein, on a laissé entrer à ce point finalement le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien dans ce club de football? Pourquoi pas dans les autres en Israël? Pourquoi celui-là précisément? D'abord, c'est Beitar, c'est la Menorah, c'est une question d'histoire. Et puis, je crois que pendant des années, des journalistes auraient dû arrêter, interroger les membres de la Familia comme si elle était quelque chose de normal et possible. Et c'est à nous aussi de dire qu'on a fait pas mal de fautes avec les supporters de Beitar, les plus extrêmes. Et on a perdu cette guerre, c'est sûr. Goshen Ishav, en Europe, il y a eu des cas où il y a eu des supporters, des groupes extrêmement durs et racistes ou antisémites, parfois aussi. On a réussi à les éradiquer. Ça va être possible en Israël ou pas? Alors, je suis peu d'accord avec le constat pessimiste de Daniel Zilberstein parce que, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est un groupe qui jouit d'appui politique important. Ce n'est pas, des voyous des... Si, ce sont des voyous des rues. Mais ils sont couverts, ils sont... encore une fois, ils ont des députés, ils ont même parfois des ministres qui sont des fans absolus du club de Beitar Jérusalem et qui, au nom de leur... amour pour le club de Beitar Jérusalem, sont prêts à avaler la pilule de la Familia, parce qu'en plus, en période électorale, ça peut rendre des services. Vous savez, quand on a besoin d'un service d'ordre, on a besoin de gros bras, etc. On connaît cette dynamique-là. On l'a vu en France, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu en Allemagne. Et l'exemple qu'on voit dans ces trois pays, c'est qu'une politique de répression très importante au niveau de la fédération de football, la fédération locale de football, a porté des fruits. Aujourd'hui, la violence sur les stades en Europe existe toujours malheureusement. Le racisme existe toujours, mais il est beaucoup moins fort qu'il y a quelques années. Et si la Fédération israélienne de football, qui est au moins aussi responsable que la direction du club de Beitar Jérusalem, pour n'avoir rien fait, elle non plus, pendant des années, si elle n'intervient pas maintenant, eh bien, il faut espérer que l'UEFA punira très sévèrement le club de Beitar Jérusalem après les incidents de Charleroi, pour faire comprendre une fois pour toutes qu'en 2015, il y a des choses qu'on ne peut plus dire et plus faire. Vous savez, ces supporters-là, de temps en temps, quand ils en ont fini avec les Arabes et avec les musulmans,
ils chantent une petite chanson de soutien à Yigal Amir, par exemple, l'assassin du Premier ministre Yitzhak Rabin, comme si et tout ça passe comme une lettre à la poste. Alors à un moment, on ne peut pas, si on veut être crédible dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur les stades de football en Europe, on ne peut pas, nous, mener cette politique de laxisme absolu qu'on a menée jusqu'à maintenant, avec les résultats catastrophiques qu'on vient de voir à Charleroi. Et encore une fois, si nous ne faisons pas le boulot, eh bien, il faut espérer que c'est l'UEFA qui le fera pour nous. Ce serait dommage d'en arriver là. Daniel Zilberstein, là-dessus ? Je suis pessimiste parce que je crois que les membres de la Familia, c'est des gens qui n'ont aucun problème de ne pas jouer en Europe. Ils n'ont aucun problème de jouer à la Ligue et c'est tout. C'est pas un problème pour eux. Mais je crois que l'UEFA doit faire quelque chose, ça c'est sûr et certain. Il faut punir les supporters, l'équipe de Beitar Jérusalem. Mais je crois que si toutes les organisations en Israël, Aïtardut, Lechadoregel, ce qu'on appelle, ne feraient rien, alors je resterai pessimiste. Bon, ça ternit l'image d'Israël, comme l'a dit le Premier ministre, c'est sûr, à l'étranger, c'est ce qui s'est passé, Oui, mais bien sûr. Simplement, encore une fois, je dirais, avec tout le respect dû, même au niveau du Premier ministre, qui est un supporter de Beitar, je pense qu'une politique plus énergique des déclarations, c'est une personnalité, c'est le Premier ministre, et pas un commentateur ou un supporter quelconque. Avoir sorti un carton jaune au club dont il est supporter, il y a quelques années, aurait peut-être aussi contribué à empêcher cette catastrophe qu'on est occupé à voir et qui, bien entendu, n'a rien ajouté à l'image d'Israël, certainement pas à l'étranger. Un spectacle pareil, évidemment, ne peut que nous nuire, ça me paraît une évidence. Alors, rajouter un dernier mot Oui, je veux dire que ça me fait rire un peu que Netanyahou dise que maintenant on va réfléchir à ce qu'on peut faire pour changer la situation et tout ça. Le problème avec la Familia existe depuis 10 ans à peu près, ou 8 ans à peu près. Alors, se lever maintenant et dire qu'il faut faire quelque chose, moi je trouve que c'est un peu trop tard. Merci. Bon, on espère qu'il y a encore des choses à faire quand même pour le football israélien, parce que c'est vrai que c'est assez regrettable de voir ce qu'on a vu effectivement jeudi soir à Charleroi. Merci Daniel Zilberstein, merci à vous Yosh Amishav. Donc à propos de ces incidents, l'UEFA qui va évidemment se saisir de la question cette semaine. Aux États-Unis, comme il l'avait annoncé, des membres du Ku Klux Klan, le mouvement suprémaciste blanc, ont manifesté hier devant le Parlement de Charleston pour s'opposer au retrait du drapeau confédéré. Ce vote du Congrès avait eu lieu juste après la tuerie qui a fait 9 morts dans une église noire de la ville de Charleston. Julia Ganancia. Le drapeau confédéré continue de diviser aux États-Unis. Ici, devant le Parlement local, des dizaines de membres du Ku Klux Klan, une organisation qui milite pour la suprématie blanche, protestent contre le retrait du drapeau confédéré. Le 10 juillet, la Caroline du Sud avait retiré de son Parlement ce drapeau, une décision provoquée par le meurtre de 9 Noirs tués par un partisan de la suprématie blanche dans une église de la ville de Charleston. Concrètement, le clan encourage la haine. Ils ne sont ni plus ni moins qu'une force qui divise le pays. Ils détournent le drapeau qui a été brandi par de nombreuses personnes comme un symbole d'héritage et le bâtardisent en un symbole de haine. Je ne connais pas leur opinion sur de nombreuses croyances et autres. Vous les connaissez, vous? Parce que je ne suis pas membre du clan. Nous ne sommes là que pour soutenir la cause et que pour ça. En face, un groupe de contre-manifestants, des insultes fusent, des bouteilles d'eau sont lancées. Les policiers sont déployés en nombre et même si quelques violences éclatent, aucun incident majeur n'est signalé. Emblème des soldats du Sud pendant la guerre de sécession, le drapeau confédéré est un symbole de racisme pour beaucoup d'Américains. C'est ce que je dis tout le temps et c'est à chaque fois pareil. Personne ne veut voir le drapeau nazi brandi. C'est la même chose pour le drapeau confédéré. On est tous des compatriotes américains et il symbolise une mauvaise partie de l'histoire. Ça devrait rester dans un musée au lieu d'être brandi. En 2000, une grande manifestation avait obtenu que ce drapeau soit retiré du Capitole. La Caroline du Sud était alors le dernier État américain à le faire flotter sur le siège de son assemblée. À la suite de nombreuses protestations et d'un vote des députés, il a été déplacé à seulement quelques dizaines de mètres de là. Depuis le 10 juillet, il est retiré.
Autre manifestation avec des incidents, là aussi, cela se passe en Australie où des militants anti-islam ont défilé face à des manifestants antiracistes. Contexte tendu lié aux récents attentats djihadistes qui se sont produits en Australie. Steve Jourdain. D'un côté, des manifestants anti-islam, membres ou sympathisants du mouvement nationaliste Reconquérir l'Australie. Non à la charia, non au marxisme. Sur leurs pancartes, les militants affichent la couleur. À quelques mètres de là, des manifestants antiracistes venus donner le change à la mobilisation anti-islam. Il nous faut coexister. Nous devons unir nos efforts pour vaincre le racisme, le fascisme et le nazisme. Je suis profondément opposé au racisme. Comme toute ma famille, je déteste la bigoterie et la xénophobie défendues par cette manifestation. Quelques instants plus tard, en plein centre de Sydney, des affrontements éclataient entre les deux camps. La police arrêtera au total 5 individus et dispersera les autres manifestants. Même combat 24 heures plus tôt dans la ville de Melbourne. Des manifestants antiracistes tentent de perturber le speech de Daniel Nalla, pasteur évangéliste, créationniste et président du parti Debout l'Australie. Le message est très clair. Vous venez en Australie, vous devez respecter notre mode de vie. Si vous pensez que le pays que vous avez quitté est plus plaisant, faites vos bagages et dégagez d'ici. Ce genre de mobilisation est devenu monnaie courante en Australie, où comme ailleurs, les réponses à apporter à la menace djihadiste font débat. Depuis les attentats de Sydney en 2014, plusieurs attentats auraient été déjoués in extremis. Selon les autorités, quelques 100 ressortissants australiens auraient quitté le pays pour rejoindre les rangs de l'État islamique. En Israël, alors que commence l'examen du budget, la coalition formée par Netanyahou se déchire sur un sujet considéré comme chasse gardée des partis religieux. Il s'agit de la conversion. Une loi visant à assouplir ce processus a dû être retirée faute d'obtenir le soutien des partis religieux et le débat continue de faire rage. Reportage Shahar Peled avec Léa Volbert. Qui est juif ? La question de la conversion au judaïsme est depuis bien longtemps un sujet conflictuel au sein de l'État des Juifs. Mais ces derniers temps, avec un gouvernement israélien de droite où les religieux sont puissants, les réformes pour mettre fin au monopole du grand rabbinat ultra-orthodoxe sont toutes refusées. Et forcément, il y a des mécontents. Je ne crois pas que le grand rabbinat d'Israël doit conserver un quelconque monopole de décision en ce qui concerne des actions que le peuple juif a réussi à accomplir sans problème depuis 2000 ans. Le problème le plus inhérent au processus de conversion aujourd'hui en Israël est l'absence d'options. Originaire d'une petite banlieue aux alentours de Moscou, Alex, comme 364 autres milliers d'immigrants, a découvert qu'il n'était pas considéré comme juif aux yeux du grand rabbinat uniquement après avoir fait son alia. Car en Israël, depuis les accords de coalition politique de 1950, c'est le grand rabbinat qui contrôle les mariages et les divorces. Les documents que nous avons perdus sont en cause. Nous ne pouvions pas prouver à l'institution rabbinique que les parents de ma mère étaient juifs, des deux côtés. Pendant son service militaire, il avait été invité à entamer le processus de conversion et à en apprendre davantage sur ses origines juives et son identité. Et j'ai commencé à réfléchir et à me poser des questions. Mais qu'est-ce que j'essaie de prouver? À qui suis-je en train d'essayer de le prouver? Et pourquoi ai-je besoin de leur approbation? C'est très difficile pour quelqu'un de découvrir si soudainement qu'il ou elle doit être le sujet d'une investigation. Une personne séculaire se retrouve obligée de se transformer en quelqu'un de religieux. Ces personnes sont fréquemment humiliées, on leur donne l'impression qu'ils devraient être reconnaissants d'être ainsi accueillis. Katia Kupchik est la directrice de l'association représentant de jeunes Israéliens russophones. Eux aussi ont été confrontés à une dure réalité. Quand nous étions au pays, nous avions le sentiment d'appartenir au peuple juif. Il était question d'appartenance à un peuple et aussi parfois d'antisémitisme. Évidemment, en Israël, les choses sont inversées. Là-bas, on souffrait parce que juif. Ici, on devrait souffrir parce que pas assez juif. En effet, le grand rabbinat orthodoxe refuse de reconnaître la légitimité des autres courants du judaïsme, comme les réformés ou les conservateurs, bien que l'État d'Israël les reconnaisse depuis 2002. Malgré cela, le ministre israélien des Affaires religieuses, David Azoulay, a fâché la communauté juive mondiale en déclarant récemment dans une interview à la radio que pour lui, un juif réformé n'est pas juif.
Le Rav David Azoulay peut s'asseoir dans son salon et dire que les réformistes ne sont pas de vrais juifs s'ils le souhaitent. Mais en tant que représentant du gouvernement israélien, cette opinion n'est plus du tout légitime. L'argument du grand rabbinat n'a aucune valeur. Ils n'ont aucune autorité, quelle que soit, sur les communautés juives à l'étranger. Et pourtant, celles-ci ne connaissent ni chaos ni confusion. Les juifs du monde savent très bien comment se marier s'ils souhaitent le faire. Pendant ce temps, la proposition d'élargir le panel de rabbins pouvant autoriser les conversions a été écartée, faisant partie des conditions politiques inflexibles des ultra-orthodoxes. Il a été décidé également que le tribunal rabbinique reviendrait sous la juridiction du ministère des Affaires religieuses. Des étapes marquant clairement un retour au conservatisme. On pourrait presque parler de querelle de clochers entre Israël et la Jordanie. Sur quelle rive du Jourdain, le fleuve qui sépare les deux pays, Jésus a-t-il été baptisé? Les deux côtés revendiquent la paternité de l'histoire et l'UNESCO vient de classer au patrimoine mondial la partie jordanienne du fleuve. C'est peut-être une façon de répondre à la question. Reportage Ouri Shapira avec Maël Benoliel. Un seul Christ, une seule rivière, mais deux versions différentes. Cette rivière, connue sous le nom de Kassar el-Yehoud, est sacrée aussi bien pour les Juifs que pour les chrétiens. Ces derniers le considèrent comme le lieu du baptême de Jésus. Dans la tradition juive, on considère cet endroit comme celui où les anciens Hébreux auraient traversé le Jourdain. Mais sur la rive jordanienne de la rivière se situe un autre site, celui de Al-Makdas. Certains érudits et archéologues considèrent que c'est à cet endroit que le baptême du Christ aurait eu lieu. Un site récemment déclaré au patrimoine historique de l'UNESCO. Pour le journal jordanien Al-Rai, la décision de l'UNESCO met un terme aux affirmations israéliennes déclarant que le lieu saint se trouverait sur sa rive. Des documents historiques et religieux qui prouvent que le baptême du Christ a bien eu lieu du côté jordanien du Jourdain. Étrangement, ce sont les Israéliens et les Palestiniens qui revendiquent le baptême du Christ sur la rive ouest du Jourdain. Personnellement, je pense qu'il s'agit d'une question de tourisme, de comment attirer l'argent des touristes. Tous les janvier, des centaines de pèlerins chrétiens orthodoxes viennent célébrer la fête de l'Épiphanie des deux côtés du Jourdain. Une fête au cours de laquelle, selon la tradition, Jésus aurait été baptisé par Jean le Baptiste. Le Jourdain, une rivière qui fascine les chrétiens qui y ont construit de nombreuses églises. Le site israélien n'a pourtant été ouvert aux visiteurs qu'en 2011, après que les Israéliens y aient retiré des milliers de mines antipersonnelles. Mines qui avaient été posées dans les années 70 pour arrêter d'éventuelles infiltrations terroristes. Malheureusement, de nombreuses mines sont encore enterrées autour des sites historiques, empêchant d'y accéder librement. Les directeurs d'Ecopis, une organisation israélo-palestinienne et jordanienne, mettent l'accent sur le développement de la vallée du Jourdain. Une vallée qu'ils envisagent comme une zone de paix multinationale. Nous recommandons aux deux rives de travailler ensemble et de se déclarer comme un seul et même site avec un seul et même but pour tout le monde. Une vision qui peut sembler lointaine, même si des plans pour établir une réserve israélo-palestinienne existent déjà au nord de la vallée du Jourdain. Mais avant d'en arriver là, un déminage est nécessaire. En Chine, la police vient d'arrêter plusieurs personnes après la diffusion d'une vidéo d'un genre un peu particulier qui a fait le buzz sur la toile. C'est le moins qu'on puisse dire. On en parle avec vous, Julia Guénancia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est une vidéo qui apparemment n'était pas conforme aux valeurs défendues par la Chine populaire. Exactement, Jean-Charles. Il a suffi d'une courte vidéo pour que la toile se déchaîne. Mardi, dans la nuit, une vidéo amateur d'à peine 1 minute dans laquelle on découvre un couple faisant l'amour dans des cabines d'essayage du plus grand magasin Uniqlo à Pékin est postée sur le net. Et alors là, les internautes se ruent dessus, la partagent et très vite, la vidéo est visionnée plus d'1 million de fois en une journée. Évidemment, ça ne plaît pas vraiment au pouvoir central chinois qui s'en est mêlé. Les équivalents chinois de Twitter, Weibo et WeChat ont ainsi été publiquement réprimandés pour avoir permis la diffusion de la vidéo et l'administration chinoise du cyberespace a dénoncé une vidéo qui viole les valeurs fondamentales du socialisme. Alors voilà donc une petite minute qui va valoir très cher sans doute à ce couple. Oui, car cette vidéo n'est pas du tout du goût des autorités chinoises qui ont supprimé toute trace de la vidéo sur Internet et procédé à 5 arrestations, dont le couple en question. En Chine, les autorités chinoises ont mis en place une censure très perfectionnée de l'Internet qui est expurgée, nettoyée des sites politiquement sensibles afin que ne puissent s'organiser de dissidence. Par exemple, Twitter, YouTube ou Facebook sont bloqués dans le pays, ainsi que de nombreux sites d'information.
Alors, on sait que les autorités chinoises sont très soupçonneuses et elles pensent qu'Uniqlo puisse également être derrière ce coup marketing. Et pourquoi pas? Tout à fait. En fait, pour éviter d'ailleurs tout conflit avec le pouvoir chinois, Uniqlo a dû faire taire la rumeur et assurer que la vidéo n'avait rien d'un coup publicitaire. La marque japonaise a également appelé ses clients à avoir un comportement correct dans les cabines d'essayage. Alors, stratégie marketing ou non, en tout cas, le coup de pub pour Uniqlo est en tout cas indéniable. Depuis l'incident, le magasin a pris des airs de pèlerinage. Vous le voyez peut-être sur ces images. En Chine, le magasin est devenu une attraction touristique finalement où chacun vient faire son petit selfie, reprenant parfois même la pose lascive du couple finalement qu'on connaît tous maintenant. Alors on semblerait en effet que les Chinois aient apprécié finalement ce clip. Eh bien oui, vous l'avez vu, il y a même des t-shirts à l'effigie du couple. On a vu aussi des tatouages. Certains sont allés jusqu'à se faire tatouer la scène. Bref, les clins d'œil abondent sur les réseaux sociaux. On a là finalement l'exemple d'un événement privé, ludique, donc microscopique. On parle de faire l'amour dans une cabine d'essayage qui devient public, politique et même macroscopique. La Chine, c'est presque 1,5 milliard d'habitants, soit 2 fois l'ensemble de la population européenne. Et lorsque la Chine veut cacher un événement aux Chinois, mais que ça ne marche pas, eh bien le monde entier l'apprend et c'est ça justement la force d'Internet. On a beau s'appeler la Chine, avoir une force politique illimitée, on voit ici les limites d'un État super puissant face à une force dématérialisée. Pas d'armée, juste des mots et des images, c'est Internet. Merci Julia Ganancia, une affaire donc qui a fait le buzz tout au long de ce week-end. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour parler notamment de ce hacker franco-israélien Ulkan à qui la justice française demande des comptes et elle est passée par la justice israélienne. Il a été placé en garde à vue en Israël. On aura son avocat notamment en ligne et puis on vous montrera également des images spectaculaires de surf. Ça se passe en Afrique du Sud, une compétition perturbée par un requin. Et puis le tennis également, la France éliminée en Coupe Davis. À tout à l'heure, juste après le journal de Daniel Atlan. Retour du Grand Direct, il est au centre de plusieurs affaires en France, mais vite en Israël. Le hacker surnommé Ulkan vient de passer plusieurs jours en garde à vue. Les autorités israéliennes ont agi à la demande de la France, car ce hacker militant a piégé plusieurs journalistes français notamment, à qui il reproche leur hostilité à Israël. Maël Benoliel. On le croyait intouchable et pourtant, Ulkan, le hacker franco-israélien de son vrai nom Grégory Shely, a été placé en garde à vue en Israël et entendu pendant 3 jours la semaine dernière. C'est sous le régime d'une audition libre qu'il a été interrogé par les enquêteurs français et israéliens dans le cadre d'une commission rogatoire internationale. Une perquisition aurait également eu lieu à son domicile d'Ashdod, au sud de Tel Aviv. Accusé d'avoir harcelé plusieurs personnalités en France, l'homme de 32 ans semblait jusqu'à présent à l'abri de poursuites judiciaires. C'est pendant l'opération Bordure Protectrice, il y a 1 an, qu'il se fait connaître du grand public. En réaction à des critiques émises par divers médias français contre Israël, il s'attaque à eux, considérant qu'ils sont pro-palestiniens. En août 2014, une information judiciaire est ouverte contre Ulkan après des attaques informatiques répétées, notamment contre le site d'information Rue 89. 3 mois après, une seconde information judiciaire est ouverte par le parquet de Paris. Une procédure qui porte cette fois sur les attaques personnelles dont était l'objet un des journalistes de Rue 89, mais aussi son cofondateur, Pierre Aski. Moi, je suis ravi que la justice suive son cours et que l'enquête qui a été initiée en France à la suite des innombrables plaintes contre Grégory Shely trouve un premier dénouement avec cette garde à vue en Israël et la possibilité qui a été donnée à des policiers français de l'interroger. Il fallait à tout prix qu'il y ait une collaboration entre les polices et les gouvernements des 2 pays. Ça a mis visiblement du temps à se mettre en place, mais c'est aujourd'hui une réalité et il faudra voir jusqu'où ça ira, quelles seront les prochaines étapes. La venue en Israël du ministre des Affaires étrangères français au mois de juin dernier aurait finalement convaincu les autorités israéliennes de coopérer avec la justice française. Laurent Fabius se serait entretenu directement avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à propos du cas de l'hacker franco-israélien.
Alors, on sera en ligne dans un instant avec l'avocat français de ce hacker Ulcan, maître Gilles William Golnadel, qui nous donnera donc le point de vue de la défense après cette garde à vue. On a un petit problème technique pour l'instant pour le joindre, mais on va y remédier. On va évoquer à présent cette autre affaire qui fait en France et qui suscite quelques mécontentements. Une plage publique de la Côte d'Azur interdite d'accès en pleine saison estivale. C'est un événement inhabituel, justifié par des impératifs diplomatiques. C'est en effet pour accueillir le roi d'Arabie Saoudite que cette plage, qui se trouve en contrebas de la villa du roi saoudien, eh bien, va être privatisée durant son séjour. Léa Volbert. Pourquoi se contenter d'un transat quand on peut avoir une plage ? Et c'est sur celle-ci que le roi saoudien Salman a jeté son dévolu. Niché au cœur des rochers méditerranéens, à l'abri des regards indiscrets et proche de sa villa familiale, la petite plage publique de la Mirandole offre tous les attraits d'un paisible lieu de villégiature. Elle sera donc privatisée à partir de la semaine prochaine. Depuis 72 ans que je viens ici. Quand j'étais enfant, je venais avec mes parents. C'est ici que j'ai appris à nager. Donc ça me choque un peu quand même qu'on nous supprime cette plage. La propriété de la famille royale saoudienne s'étend sur 1 km de littoral à Valoris sur la Côte d'Azur. Et quand le roi Salman se rend en villégiature, c'est accompagné de plus de 400 personnes. À 79 ans, celui qui a remplacé le roi Abdallah en janvier dernier voyage donc avec sa famille, nombreuse, mais aussi avec des équipes médicales. Et afin de préparer comme il se doit son arrivée, des ouvriers sont déjà sur le chantier. Avant même d'avoir reçu l'autorisation de la préfecture, il vaquait à la construction d'un ascenseur reliant la plage à la villa. Ensemble, on va nous priver de nos vacances. Pour un roi, que j'ai tout le respect pour le roi, mais bon, c'est pas parce qu'il est roi qu'il a plus à dire que tout citoyen, soit européen ou autre, et français. L'arrêté sera daté et signé le jour de l'arrivée du roi à Valoris. Après un délai de prévenance de 24 heures, l'accès au littoral sera interdit par des policiers, ce jusqu'au départ du roi. La préfecture maritime a de son côté pris un arrêté similaire qui interdira la navigation dans la bande des 300 mètres en face de la villa saoudienne. Voilà, comme promis, on retrouve maître Gilles William Golnadel. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Vous défendez donc ce hacker que l'on surnomme Ulcan, Grégory Shelley, dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez normal d'abord qu'il ait à rendre des comptes en Israël pour ces faits qui sont commis en France ? Oui, ça ne me choque pas. Ce n'est pas la première fois qu'une commission regardatoire internationale arrive en Israël ou dans un autre pays pour poser des questions à un citoyen à qui on réclame des comptes par rapport à ce qui s'est passé en France. C'est une procédure très courante. Ça n'a rien d'anormal. Bon, alors venons-en maintenant aux faits. Est-ce que d'abord il a l'impression de mener un combat dans la légalité ou est-ce qu'il est conscient de causer du tort à des personnes ? Non, mais il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute qu'il s'est affranchi de la légalité, mais lui explique qu'il s'est affranchi de la légalité parce qu'il ne supportait pas la partialité d'une partie de la presse française à l'égard d'Israël. Vous savez, les journaux d'extrême gauche qui disent pique-pendre sur lui sont tout d'un coup d'un légalisme particulier. Ils regardent avec les yeux de Chimène des Snowden ou des Assange qui, eux aussi, s'affranchissent de la légalité. Ces gens-là trouvent très drôle qu'un certain Noël Godin entartre depuis une dizaine d'années Bernard-Henri Lévy, alors que c'est tout aussi humiliant que ce que fait Grégory Shelley. Alors je ne le présente pas comme un héros biblique, Grégory Shelley, mais même si c'est un acquértionniste, il a le droit au respect du droit comme n'importe qui. Il a le droit à la présomption d'innocence. Et surtout, c'est la première fois en 30 ans d'exercice que je vois une affaire qui est comme une affaire tout à fait modeste. Ça n'est jamais que des méchantes plaisanteries chez des gens soient présentées comme des crimes. Ça me paraît totalement ahurissant, totalement disproportionné. Mais malheureusement, on rencontre ça dans d'autres affaires qui concernent le Proche-Orient. Par exemple, la Ligue de défense juive, ce ne sont pas non plus des pianistes distingués, mais on a réussi l'année dernière
à prétendre qu'ils étaient à l'origine des débordements antisémites contre les synagogues. Il y a les mêmes ingrédients que je retrouve dans cette affaire-là, que je trouve comme totalement extravagante par rapport au fait qu'il est normal que Grégory Shelley donne des explications, pour lesquelles il est normal qu'il donne des explications. Mais de là à en faire une sorte de criminel international, il y a là une disproportion dans laquelle décidément l'affaire du Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, la presse trouve totalement son compte. Mais alors justement, vous parlez de crime parce que certaines des victimes estiment qu'il est allé trop loin parce qu'ils font un lien entre la mort du père d'un des journalistes visés et justement eh bien l'action qu'a menée Grégory Shelley. Voilà, écoutez, c'est une spéculation intellectuelle totalement oiseuse. Dans leur vocabulaire, on dirait que c'est l'instrumentalisation d'un drame. Le père de journaliste au domicile duquel Grégory Shelley a cru, semble-t-il, devoir se livrer aussi à une plaisanterie, était un cardiaque. Il avait eu de nombreux accidents cardiaques dans le passé et il est mort plusieurs jours, voire plusieurs semaines après l'incident en question. Considérer, si vous voulez, que Grégory Shelley est l'auteur même indirect de sa mort, c'est pour moi instrumentaliser totalement une douleur. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Il y a eu cette garde à vue donc, en Israël à la demande des autorités françaises, mais il est libre là ce soir. Est-ce qu'il risque un procès? Est-ce qu'il serait prêt à répondre à une convocation de la justice française si un procès devait avoir lieu? Je vous signale qu'il s'est rendu à plusieurs reprises au commissariat de police. Il n'a pas changé de domicile. Il a pignon sur rue. Il dit ce qu'il a fait. Il dit ce qu'il n'a pas fait. Il a tout de même le droit d'habiter Ashdod. Et s'agissant encore une fois d'un délit limité, ça n'est pas encore une fois un crime qui lui est reproché, il est totalement normal qu'il puisse être libre de ses faits et gestes. Mais il dit aussi qu'il est hors de question que de venir en France, dans le climat actuel, et ne serait-ce que de passer 48 heures au sein de prisons françaises pour lesquelles sa sécurité serait loin d'être assurée. Est-ce qu'il s'est pas trompé d'armes finalement dans ce combat? Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux aujourd'hui d'affronter justement ceux qui emploient des mots qui lui déplaisent, eh bien avec des mots également? Personne, je suis son avocat. Je ne prétends pas que le mode opératoire d'Ulcan corresponde à ce qu'il faut faire. Pour ma part, je préfère effectivement répondre autrement que par ce genre de provocation. Mais encore une fois, c'est son mode opératoire. Il n'a tué personne et maintenant, chacun est libre d'apprécier ou de ne pas apprécier la manière dont il s'y prend, bien entendu. Je veux dire, ça n'est pas là le débat. Le débat est aujourd'hui un débat judiciaire. Ce n'est pas un débat philosophique sur la manière d'appréhender les choses. J'insisterai quand même sur un point, c'est que là, il y a une sorte d'union, de solidarité, d'union sacrée de journalistes, mais Ulcan, c'est quelqu'un aussi qui s'en est pris au Hamas. C'est quand même quelqu'un qui a hacké le Hamas. Il ne faut pas oublier que toute une partie de ce qu'il fait ne concerne pas la presse, ne concerne pas les journalistes, mais concerne ceux qu'il considère comme des ennemis. Donc moi, mon travail, au-delà de tenir à voir respecter le droit, c'est quand même de ramener cette affaire plus que modeste à ses justes proportions et d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a dans cette affaire la manière d'en parler, de la grossir, tous les ingrédients que nous connaissons bien dans le cadre d'un conflit israélo-arabe où souvent le regard de la presse hexagonale est rien moins qu'impartial.
Merci, maître Gilles William Golnadel. Je rappelle donc que vous êtes l'avocat de ce hacker franco-israélien qui a donc été placé en garde à vue pendant 3 jours et qui est ressorti libre en Israël à la demande des autorités françaises. Tout autre chose à présent, on est en Roumanie où, eh bien, pour mettre fin à une sinistre tradition, on a offert un sanctuaire, une sorte de réserve naturelle aux ours bruns. Les ours bruns qui se retrouvaient enfermés pendant des années dans des restaurants. Explication, Léa Berdugo. Pour ces ours, c'est une deuxième vie. Après des années terribles passées enfermés dans des cages, ils ont trouvé ce havre de paix à Zărnești, au cœur des Carpates roumaines, dans le plus grand sanctuaire pour ours bruns au monde. Ces animaux partagent pour la plupart la même histoire. De nombreux restaurants de la région exposaient les ours dans les années 90 et 2000. Il constituait une attraction touristique. Les conditions étaient difficiles à imaginer. Beaucoup d'ours qui proviennent de ces lieux ont des problèmes avec leurs pattes, à cause des blessures provoquées par les bouteilles que les gens leur jetaient. Des bouteilles de bière, car ils trouvaient très amusant de voir les ours boire de la bière. En tout, 80 animaux venus également de zoos et de cirques ont été sauvés de la captivité. On leur procure des soins, mais c'est mentalement qu'ils restent surtout marqués. Le centre est ouvert aux touristes uniquement 3 heures par jour pour ne pas déranger les plantigrades. Lancé en 2005 par une ONG, le projet vise aussi à changer les mentalités. Les gens sont un peu cruels. Il faudrait un peu le respect des animaux. Il faudrait leur montrer aussi, s'ils étaient enfermés dans la cage, est-ce qu'ils apprécieraient? Non, je ne crois pas. 200 km au nord, une autre histoire s'écrit. Un amoureux des animaux a mis en place un centre pour les oursons qui se retrouvent séparés de leur mère. Un phénomène provoqué principalement par la déforestation. Ils sont comme dans une crèche, dans laquelle ils ont la chance de jouer ensemble, apprendre les uns des autres, tout en étant dans un cadre protégé. En grandissant isolément, ces oursons ont encore une chance de revenir à l'état sauvage, contrairement à ceux de Zărnești, déjà trop acclimatés à l'homme. Grâce à cette initiative, plus de 100 oursons ont déjà été remis en liberté. Alors après les gentils ours, voici le méchant requin. Vous allez voir des images incroyables, une compétition de surf filmée en direct à la télévision. Et l'on va voir une attaque qui va viser ni plus ni moins que le triple champion du monde de surf, l'Australien Mike Fanning. Et il va avoir un réflexe assez incroyable. D'abord, celui de taper sur l'aileron du requin pour l'éloigner et lui permettre de s'échapper à la nage. Mike Fanning est un miraculé, il n'a pas été blessé, pas même la moindre égratignure après donc cette attaque vraisemblablement émanant de la part d'un grand requin blanc. Il y en a plusieurs dizaines en Afrique du Sud. Il va être secouru ensuite, vous allez le voir, par des jet skis qui vont lui venir en aide. Donc Mike Fanning filmé en direct alors qu'il était attaqué par un requin à Jeffreys Bay, donc en Afrique du Sud. Voilà, fin de cette édition. Dans un instant, nouveau point complet sur l'actualité avec Daniel Atlan. Bonne soirée.